Les gars, donc aujourd'hui, on va aborder un point super important quand vous créez votre SaaS, qui est le point dont tout le monde parle et le point d'entrée finalement quand vous êtes côté technique sur un SaaS, ça va être votre stack. Donc pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est la stack finalement, c'est quoi ce mot, pourquoi c'est super important de bien partir dès le début et pourquoi ça peut être différent selon plein de projets et comment au fur et à mesure de l'évolution d'un projet, on fait évoluer sa stack pour répondre à ce qu'on a besoin. Donc on va commencer tout de suite. Donc la stack en fait c'est l'ensemble des technologies, des outils que vous allez utiliser pour créer votre projet. Ça va être les langages de programmation, ça va être des outils peut-être no-code, les bases de données, etc., qui vont vous permettre de créer un projet et un logiciel qui va fonctionner, qui vont vous permettre d'accueillir des utilisateurs, de faire des fonctionnalités, etc. Donc pourquoi avoir une bonne stack, c'est hyper important et pourquoi c'est un point essentiel pour créer un SaaS. Déjà, parce qu'il nous faut absolument des technologies pour créer notre SaaS, c'est logique. On va avoir besoin d'un langage de programmation, d'une base de données, etc. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est de bien la choisir. Parce que vous allez démarrer votre SaaS et il faut que vous soyez super confortable avec cette stack. Que vous n'ayez pas à repartir de zéro à chaque fois, que vous n'ayez pas à partir d'une direction et que finalement, à mi-projet, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne, que c'est pas adapté à la demande de votre produit, que c'est pas adapté à l'utilisation de vos utilisateurs et finalement, ça fonctionne pas et il faut tout recommencer, etc. Donc c'est un point hyper important et il faut absolument pas négliger la stack que vous allez choisir pour créer votre SaaS. Finalement, on peut se dire, ok, maintenant vous savez ce que c'est une stack, vous savez que c'est super important, etc. Mais il y a plein de projets différents. On peut faire des web apps, on peut faire des applications mobiles, on peut faire comme Speechly des applications Mac, Windows, etc. Donc, comment on fait pour savoir absolument quelle stack choisir en fonction des projets qu'on lance? Donc, en fonction de votre SaaS, c'est super simple, il y a 3 grandes catégories de SaaS. Il y a les web apps qui sont la plus commune, donc c'est des outils comme Lemlist, TrendTrack, comme ChatGPT, c'est une web app, ou Claude, il y en a plein, et c'est la forme la plus commune de SaaS que vous voyez, c'est-à-dire un outil que vous allez trouver sur votre navigateur https chatgpt.com et vous avez votre outil hébergé en ligne qui marche aussi bien sur Mac, Windows, téléphone, n'importe où. Donc cette stack-là, c'est celle qu'on va retrouver la plus commune. Plus tard, je vais aller plus dans le détail en vous montrant avec une mind map les technologies qu'on utilise très souvent, parce que j'en ai fait des dizaines moi-même, pour avoir cette stack et faire un truc hyper quali pour les web apps. Mais du coup, cette stack c'est la plus commune. Cette forme de SaaS c'est la plus commune parce qu'elle est très peu chère, simple à développer, il y a plein de ressources en ligne et globalement tous les acteurs de développement, les langages de programmation, etc. font des frameworks. Donc des frameworks c'est une surcouche du truc de base qui est adapté au SaaS. Par exemple, vous allez avoir plein de composants de pricing déjà préfaits, des intégrations facilitées avec Stripe, des gestions de bases de données facilitées, etc. Comme j'ai dit, je rentrerai plus dans le détail après. On a d'autres projets qui sont les applications mobiles. On va voir globalement sur téléphone, sur iOS, Android. Donc là, la stack peut changer vachement, ça peut être sur iOS et Android. Encore une fois, j'entrerai plus dans le détail tout à l'heure, mais vous avez plusieurs frameworks. Par exemple, iOS ça va être Swift et Android ça peut être Java, si je dis pas de conneries. Et vous pouvez même avoir un langage qui fait un peu les deux, j'en parlerai tout à l'heure. Et la dernière forme de SaaS, ça va être les applications macOS ou Windows. Donc là, encore une fois, ça va plutôt être une stack qui est moins documentée, parce que cette forme de SaaS est beaucoup moins connue. Quand on parle de SaaS, on parle très souvent de web app, plus que d'applications mobiles, bien que ça se développe en ce moment, et encore plus que les applications Mac ou Windows, enfin ordinateur en général. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est plus difficile, ça veut juste dire qu'il y a un peu moins de ressources. Maintenant, on a quand même l'IA pour nous aider, mais qu'il va falloir peut-être un peu plus creuser sa stack et surtout qu'il va peut-être falloir venir avec un bagage technique un petit peu plus élevé ou passer un peu plus de temps si on a moins de bagage pour pouvoir développer quelque chose de solide. Donc voilà, là je vous ai expliqué un peu l'importance d'une stack, ce que c'était, comment on la choisit selon ses différents projets et c'est quoi la forme la plus adaptée pour votre projet. Maintenant, on va aller plus dans le détail de quelle stack vous devez choisir, quelle technologie. On va parler vraiment des frameworks, des langages de programmation que vous allez devoir utiliser, ou même des outils no-code que vous pouvez utiliser pour lancer votre toute première application. Donc, pour faire très très simple, au début, on s'en fout. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quoi tant que ça marche. Votre seul point d'intérêt quand vous lancez un projet, c'est que ça fonctionne. C'est pas que ce soit le plus quali, c'est pas que ce soit le plus beau, le plus fonctionnel. C'est juste que votre idée soit au plus vite mise en ligne, prête à être utilisée. Même s'il manque les 10 features super que vous aviez en tête, même s'il manque les 20 animations super de votre titre, on s'en fout, il faut juste que ce soit là. Donc au début, faites pas compliqué. Si vous êtes à l'aise avec des frameworks comme Next.js, prenez ça. Si vous êtes à l'aise avec Symfony sur PHP, prenez ça. Django, whatever, ce que vous voulez. Donc au début, c'est pas très important. Donc là, je vais vous montrer une mind map où je vais vous montrer les stacks les plus communes quand on débute, pour pouvoir démarrer un projet SaaS. Ok les gars, donc là on se retrouve directement sur mon Mac où je vais vous montrer une mind map avec toutes les stacks. Enfin, on va partir d'une stack et après je vais vous montrer comment elle évolue en fonction de la croissance du projet
et quels vont être les points en fait critiques à faire évoluer au fur et à mesure. Ok les gars, donc là on se retrouve directement sur mon ordi où je vais vous montrer la stack, quand vous allez pouvoir... Je vais vous montrer quel stack vous allez devoir utiliser en fonction de l'état de votre projet et comment faire évoluer cette stack en fonction de l'évolution du projet. Donc, on va débuter avec une stack de début et qui au final va rester sensiblement la même. Il y a 2 points qui vont changer, qui vont être les plus critiques que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, on a la stack, je suis parti sur une web app, mais je vais détailler oralement pour les autres, pour les apps mobiles, etc. Donc, on a 2 gros blocs en fonction de... On a 2 gros blocs et ça c'est propre à toutes les applications. Mobile, Mac, web app, c'est toujours pareil. Donc on a le bloc front-end et le bloc back-end. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le front-end, ça va être tout ce qui va être visuel sur votre application. Les boutons, les couleurs, les icônes, les textes, les animations, tout ça c'est front-end. Tout ce que l'utilisateur voit affiché sur son écran, c'est du front. Donc cette notion-là, on a ce qu'on appelle des frameworks. Des frameworks, c'est une surcouche d'une technologie qui est faite pour pouvoir être utilisée plus facilement et faciliter son développement. Donc, le plus connu, ChatGPT utilise, tous les SaaS que vous voyez utilisent, Claude, la terre entière utilise cette technologie qui s'appelle Next.js, qui est donc permet de justement créer des SaaS avec des technologies avancées, et c'est pour ça qu'on utilise comme l'optimisation, le dynamique HTML, le fait de pouvoir rendre des composants côté serveur, etc. Tout ça, vous en foutez, vous n'avez même pas à le gérer. C'est Next.js qui s'en occupe tout seul, donc ça nous facilite grandement la vie. De plus, Vercel, c'est la société qui développe Next.js, donc pour l'hébergement, c'est 100% gratuit. Vous pouvez l'héberger sur Vercel avec le petit bouton déploie ici. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être front-end. Mais Next.js tout seul, il fait rien. Il fait du basique. On va avoir besoin d'une composante librairie qui, elle, va nous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus joli. Donc pour ça, le plus connu, mais il y en a des dizaines et des dizaines, c'est Chatlayer UI. Donc Chatlayer UI, en fait, ça vient avec des blocs. Voilà, là on voit, on a plusieurs blocs. Et si vous passez un peu votre temps sur ChatGPT, etc., vous allez vous rendre compte que vous les retrouvez à peu près partout. Donc on a des blocs qui servent à différents trucs, par exemple des trucs pour les cartes bleues, des dashboards, etc. Et on a du coup des composants. Par exemple, on peut avoir un truc comme ça déjà préfet qui nous fait des alertes. On peut avoir ça qui est déjà préfet, les boutons déjà stylisés, etc. Donc il n'y aura plus qu'à copier-coller ce code, à l'adapter comme on veut, et ce sera fini. Donc ça, en gros, c'est ce qui va être la stack, au niveau front. Et ça sort pas de là. Vous avez une autre technologie qui va être le CSS, qui nous permet de mettre les couleurs, etc., qui s'appelle Tailwind, qui est du coup même chose. Encore une fois, c'est du CSS, mais c'est beaucoup plus optimisé pour les SaaS, etc. C'est, comme vous voyez là, c'est utilisé par plein, et quand je dis plein, de gros acteurs du SaaS, quoi. Donc, hyper important de connaître ces 3 choses. Next.js, Chatlayer UI et Tailwind. Il faut toujours les connaître si vous voulez faire une web app. Ensuite, si vous êtes un peu plus sur les apps mobiles, en fait, vous n'avez pas trop de choix. Soit vous faites du full iOS et sur iOS, donc ça va être SwiftUI et Swift, donc qui vont vous permettre de faire une app iOS. C'est les seuls que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi, si je dis pas de bêtises, vous avez Flutterflow, vous pouvez utiliser, mais le plus Apple natif, c'est Swift, que ce soit pour Mac, soit pour iOS, etc. Donc sur Mac iOS, toujours c'est Swift. Et ensuite, vous avez des plateformes pour Android. Par exemple, Flutterflow marche pour Android, vous avez Java pour Android, etc. Donc les stacks là sont un peu plus spécifiques, mais c'est toujours la même logique. Sur Swift, vous avez des composants front-end. Vous avez des composants front-end comme les ZZ stacks, les stacks, les textes et back-end qui vont être des appels avec le app storage, etc. Donc tout ça, vous pouvez vous aider de l'IA. Il y a plein de tutos en ligne pour voir. Vous pouvez aller vous renseigner. Et en fait, maintenant qu'on a cette stack front, on va essayer de voir au niveau du back-end. Donc au niveau du back-end, on va avoir, donc pour toujours une web app, TypeScript ou JavaScript. Ce qui va nous permettre de faire toutes nos opérations en back-end, de pouvoir traiter de l'utilisateur. Par exemple, on va avoir les connexions API qui vont être gérées par TypeScript, les connexions avec un serveur, par exemple l'API d'OpenAI. Si vous voulez faire des appels, avoir de l'IA dans votre application, vous allez demander à OpenAI de faire quelque chose via TypeScript, justement. Donc, ou JavaScript sur ce que vous utilisez. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours cette stack-là. Après, si vous changez, par exemple, vous êtes sur PHP Symfony, ce sera PHP. Mais le plus optimisé pour le SaaS, c'est ce que je vous montre là. Ensuite,
on va avoir ce qu'on appelle les bases de données. Qu'est-ce que c'est une base de données? C'est qu'elle nous permet de stocker les informations de l'utilisateur. Quand quelqu'un se login, son nom, son prénom, ses infos, ce qu'il a fait sur l'app, etc., ses données, on va tout enregistrer là-dedans. Donc il y a des très connus, les plus connus c'est Supabase. La meilleure, je sais pas, mais qui est en tout cas très très bien, parce que comme Next.js, elle vient avec plein de fonctions automatisées. Par exemple, l'authentification est déjà pré-gérée, la gestion des providers, par exemple, quand vous voulez mettre la connexion avec Google, la connexion avec Apple, je vais vous montrer un peu sur mon dashboard à moi. Vous voyez, moi j'ai plein de, par exemple pour Speechly, qu'on va implémenter pour notre dashboard. Vous voyez que si je vais dans authentification, donc là c'est des emails à moi, donc il n'y a pas de problème. Mais si je vais dans Sign in Provider, on voit qu'il y a plein de trucs que je peux activer. Moi j'ai activé Google, mais on peut mettre la connexion avec Facebook, Figma, on peut mettre avec Twitch, peu importe, avec Apple, etc. etc. Donc c'est hyper pratique et c'est super simple d'intégration. Donc Supabase, après vous avez Firebase, vous avez des bases de données, vous pouvez faire la base de données vous-même avec par exemple MongoDB, mais c'est moins adapté vraiment. Donc le plus simple, c'est d'utiliser Supabase, Firebase, il y a Tinybase aussi, mais moi j'utilise tout le temps Supabase si vous voulez mon avis. Ensuite vous avez ce qui va être côté API, donc côté API c'est tout ce qui va être gestion déléguée des processus. Par exemple, si vous avez une opération qui prend du temps, imaginons que vous vouliez, je sais pas, enregistrer de données utilisateurs, on va utiliser une API. C'est un serveur, donc un ordinateur qui tourne tout le temps, qu'on peut trouver par exemple sur OVH. OVH, ils vendent ce qu'on appelle des serveurs, qui nous permettent de faire héberger du code et qui va recevoir des instructions de la part de notre application. Donc là, on peut se dire c'est un peu abstrait, mais en quoi c'est le truc le plus utile que vous devez savoir? Eh bien, c'est qu'en fait, tout se passe de ce côté-là. Si vous faites une application qui génère des images, par exemple, vous allez utiliser une API pour faire un appel à votre serveur qui va générer l'image et qui va la retourner à votre application. Toujours comme ça. Donc, c'est super important. Maintenant, on a notre stack de début. Okay, qu'est-ce qui se passe si mon application, d'un coup, elle prend 10, 15 000, 20 000 users? Parce que cette stack, elle est bien au début, mais si ça augmente, c'est quoi qui va changer radicalement pour moi? En fait, on se rend compte qu'au final, quand on scale, il n'y a pas grand-chose qui change. Next.js, il n'y a pas de problème. Que ce soit pour 1 ou 1 milliard, c'est pareil. Shadchan UI, c'est pareil. Niveau backend, TypeScript, c'est la même chose. Et donc, les seules choses qu'on peut être amené à devoir changer, j'ai oublié de le changer de couleur, ça va être ces deux choses-là. La base de données et l'API. On a un truc qu'on appelle la charge, c'est-à-dire plus il y a d'utilisateurs, plus la charge est forte. Donc il faut que votre base de données puisse supporter cette charge de 10 000 users, 15 000 users, qu'elle ne tombe pas en panne, parce qu'il y a plein de gens qui essaient de récupérer leurs infos en même temps, de faire des opérations en même temps, etc. Donc pour ça, c'est simple, dans Supabase, vous avez, soit vous changez de provider, ou vous upgradez votre plan de Supabase. Pareil pour l'hébergement, si vous hébergez sur Vercel, il va falloir l'upgrade, parce que le serveur va plus tenir la charge. Pareil, si vous hébergez sur Vercel, il va falloir upgrade votre serveur pour avoir un truc plus puissant qui va supporter la charge, encore une fois, de vos utilisateurs. Donc, hyper important de savoir ça. Ça va toujours être ces deux points que vous allez devoir améliorer en fonction de votre stack, en fonction de la charge de votre application. Rien d'autre, à part si vous voulez refaire votre UI, etc. Mais les plus critiques, c'est ces deux points-là. Bon, maintenant, si votre application, elle vient à exploser, si d'un coup, il y a plein de users, etc., le truc le plus smart à faire, c'est d'arrêter de gérer vous-même votre stack. Vous prenez quelqu'un en école d'informatique, vous prenez quelqu'un, un développeur vraiment très très bon, etc., qui va vous faire un truc adapté, prêt à l'utilisation, qui va mettre des load balancers pour répartir la charge, etc. Ça, c'est niveau très très high level, qu'on réfléchit à ce genre de choses, mais vous, à votre échelle, ça va plutôt être ce que je viens de vous montrer là. Et en fait, votre stack va être croissante de vos utilisateurs et de votre rentabilité. Partez pas avec une stack très haute, très coûteuse au début. Le plus important quand vous lancez, c'est que ça coûte rien. Il faut que si le SaaS a 0 user, ça coûte 0. C'est le plus important, et qu'après vous mettiez tout en marketing. Parce que si vous partez avec des coûts de 300 € par mois pour votre stack, par exemple, quand on peut voir dans des outils no-code comme Bubble qui sont super chers, vous êtes directement cuit et vous allez payer cher pour rien. Partez avec un truc le plus cost efficient possible et vous scalerez en fonction de la demande que vous avez et des utilisateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura... N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, si vous avez une autre stack que la mienne, si vous avez des conseils à apporter, n'hésitez pas. Je vous mets en première description le lien pour utiliser Speechly, et en dessous vous avez un autre lien avec mon cofondateur. On fait des petits accompagnements avec très peu de personnes, on prend 3 personnes par mois maximum, et du coup il y a un côté technique et un côté marketing avec lui. N'hésitez pas à prendre un appel avec nous si vous en sentez réellement le besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout téléchargez Speechly, faites-moi des feedbacks, la version Windows sort très très bientôt, ça sort le 16. On va sortir un podcast avec Paul
On va parler de toute l'histoire de la boîte, on va parler de SaaS, etc. Donc restez abonnés pour voir tout ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao.